Dans la salle d'opération, on est en train d'opérer un jeune garçon de 16 ans d'une tumeur à la glande thyroïde. Durant cette opération, le garçon est en train de lire les citations du président Mao et il est tout à fait conscient car l'anesthésie est faite par la méthode d'acupuncture un peu modernisée car les aiguilles dans les oreilles sont liées à une batterie de 4 volts qui fait les vibrations des aiguilles. Les médecins chinois nous ont expliqué qu'ici, ils ont allié les méthodes traditionnelles et les méthodes de la médecine moderne. Lire les citations du président Mao pendant l'opération a un sens plus profond, c'est juste pour aider moralement l'opéré. La citation que lit le jeune patient veut dire juste qu'après la pluie revient le soleil. Dans le rôle du décor, la porte de la paix céleste, Tiananmen.
娘窗下绣鸳鸯，忽然一阵无情棒，打得鸳鸯各一方。夏季到来了时长，大姑娘漂泊到长江，江南江北风光好，真比青纱起高粱。秋季到来荷花香，大姑娘夜夜梦家乡，醒来不见爹娘面，只见窗前明月光。天涯呀，海天，你呀你知音，小妹妹唱歌郎道情，郎呀咱们俩是一条心。哎呀哎呀，郎呀，咱们俩是一条心。家山呀，在望，泪呀泪沾襟。小妹妹想郎知道心，郎呀患难只想恩爱深。哎呀哎呀，郎呀患难只想恩爱深。人生呀，水不何处是儿家？渺渺天之涯，兵荒马蹄乱，飘零逐了花。何处是儿家？另类望天
小树，春来几枝花。朦胧的残月，桃花在天际，淡淡的街道，盼望的去去，彷徨的我呀，彷徨的我呀。寒夜的街道陪伴着我，我定的心上。寒夜的街道照耀着我。中国人民解放军坚决执行解放全国的任务，浩浩荡荡，英勇挺进，革命人民斗志昂扬，支援前线。军民一心，要坚决、彻底、干净、全部的歼灭敌人。人民解放军排成雄壮的行列，举行了入城式。一辆巨大的坦克开过来了，几个小学生跳上坦克，给英雄们戴上红花。Ouais, ouais. On dit pas le contraire. Le nouveau régime installé en 1949 par les bureaucrates nationalistes qui dirigent le Parti communiste chinois est réellement populaire. Après tant d'années de misère, de corruption, de massacres et d'humiliations, organisés par le parti qui se dit nationaliste, le Kuomintang, et qui bénéficiera jusqu'à la dernière minute de l'URSS stalinienne, l'adhésion du peuple chinois à la République populaire est indéniable. Ça n'a pas été une insurrection, c'était pas une révolution, ça a été la victoire militaire d'un État sur un autre État. La révolution chinoise prolétarienne, elle avait eu lieu en 1927. Elle avait été écrasée, on y reviendra. Malgré la guerre de Corée, dans laquelle les Chinois vont être jetés malgré eux par Staline, malgré quelques programmes d'exécution en masse consciencieusement appliqués, la population se prête de bonne grâce à l'édification de la patrie socialiste selon les plans fixés par des dirigeants qui n'ont pas été élus, mais
qui ont bonne réputation. Cette nouvelle race de dirigeants donne d'elle-même l'image séduisante de travailleurs austères ayant renoncé aux privilèges, auréolés de la gloire gagnée dans les maquis. C'est à peine si on remarque qu'ils sont malgré tout très staliniens, alors que Staline ne leur a jamais fait de cadeau. C'est pas par hasard si la guerre de Corée s'arrête 4 mois après la mort du petit père des peuples, même si toute la population est contrainte de porter le deuil du sanguinaire dictateur du Kremlin. C'est à peine si on remarque qu'à la tribune du 8e congrès du Parti chinois, qui suit de peu le 20e congrès du Parti communiste de l'URSS, celui du rapport Khrouchtchev, c'est à peine si on remarque que les dirigeants sont un peu serrés au banc du présidium et qu'il a fallu rajouter en hâte 1 ou 2 tabourets. C'est à peine si en Occident, on se rend compte que l'URSS pompe d'une façon très coloniale la plus-value chinoise. On vit une époque formidable. Sartre explique gravement que Khrouchtchev a eu tort de révéler trop tôt des vérités sur Staline à des masses qui n'étaient pas encore prêtes à les recevoir. Les masses étaient si peu prêtes que, malgré la réprobation de l'abruti dont on vient de vous causer, le peuple hongrois se soulève, s'organise en conseil ouvrier avant d'être écrasé par les chars de Khrouchtchev aux applaudissements de Mao. C'est le grand virage de la bureaucratie maoïste. La chute de la statue de Staline sur le pavé de Budapest résonne drôlement dans la tête à Mao. Il a également entendu causer des révoltes ouvrières à Berlin-Est en juin 1953 et celle de Poznan en 1955. Il se décide à prendre les devants et veut organiser des jam sessions de critique des excès de son propre régime. Il espère conjurer le mauvais sort, mais ça dérape, et massivement la population se met en grève pour obtenir la disparition des bureaucrates et de la bureaucratie. Le peuple chinois a compris que la dictature du prolétariat, ça veut dire la dictature de la bureaucratie sur le prolétariat. Dépit du grandiose leader qui croyait renforcer sa popularité en laissant le peuple s'exprimer. Vous parlez d'un prolétariat. Ça n'a même pas de reconnaissance pour des dirigeants aussi généreux. Vexé et très inquiet de voir chanceler l'autorité de la classe dirigeante et, par conséquence, sa propre autorité au sein de cette classe dominante, Mao lance une campagne de répression qu'il baptise pour la circonstance mouvement antidroitiste. La marche arrière précipitée de Mao se complique d'un échec diplomatique en novembre 1957. Parti à Moscou pour assister aux cérémonies du 40e anniversaire de la révolution bolchevique, Mao revient pratiquement les mains vides, sans avoir obtenu des Russes la moindre promesse d'assistance économique accrue. Pour faire redécoller l'économie chinoise, l'URSS laisse le président Mao souffler dans les voiles. Après 7 mois de tournée d'inspection dans les provinces et 4 réunions préparatoires, Mao lance en mai 1958 son programme économique sous le titre « Vive les 3 bannières rouges », c'est-à-dire la ligne générale, le grand bond en avant et son gag le plus célèbre, les communes populaires. Si vite le désastre qu'en décembre 1958, Mao, très largement approuvé par le comité central, annonce qu'il ne sera plus candidat à la présidence de la République, mais seulement à celle du parti, et qu'on distinguera désormais les bureaucrates de première ligne,
c'est-à-dire ceux qui vont s'occuper de faire tourner la machine, et ceux de deuxième ligne, c'est-à-dire Mao, qui ne s'occupera plus de questions de production, si ce n'est de production idéologique. Quoi qu'il en soit, même en deuxième ligne, Mao va être éclaboussé et il va garder un mauvais souvenir de l'année 59. Treng de Rouet est très affecté par la préférence que son président montre pour l'INPIA et il est plutôt malheureux. À la conférence de Lushan, Treng de Rouet ne dissimule rien de la misère dans laquelle les trois bannières ont plongé le peuple et de la démence qui leur a fait jeter au feu pelles, pioches, pièces détachées et casseroles pour produire dans de petits hauts fourneaux décentralisés des lingots de fonte absolument inutilisables. Mao accepte très mal les remarques et, avant de céder la place à Liu Shaoqi, il prend seulement soin de faire nommer Lin Pia ministre de la Défense nationale. Le comité central rit jaune en assistant au spectacle réjouissif d'un déballage de linge sale. À ceux qui croient que l'inconscient n'existait pas avant Freud et qui sont persuadés que le bureau politique du Parti communiste chinois n'a commencé à s'engueuler qu'après avoir lu les habits neufs du président Mao, il faut hélas révéler les écarts de langage présidentiel à Lushan même. Je me suis fait baiser par Treng de Rouet pendant 48 heures, je vais l'enviander du double. Liu Shaoqi, pas mécontent de voir Mao dans cet état, en profite pour se donner le rôle de l'arbitre. Le parti sacre Treng de Rouet, pour ne pas accabler davantage un président Mao dont l'autorité vient de subir de toute façon un bel affront. Pour faciliter l'édification du socialisme en Chine, en 1959, les Russes retirent du jour au lendemain aide et experts. Khrouchtchev et Zhou Enlai s'engueulent. Ce qui n'était déjà pas socialiste cesse d'être un camp. En janvier 62, Liu Shaoqi réunit les 7000 bureaucrates les plus en vue dans la hiérarchie du parti pour condamner définitivement les fantasmes idéologiques de Mao. Les trois bannières rouges tombent dans l'embout. Liu Shaoqi et Deng Xiaoping remettent en cause le limogeage de Treng de Rouet. Mao bat en retraite. Son discours équivaut à une autocritique. Lin Pia est le seul à le défendre. L'ascension de Liu Shaoqi est irrésistible. Son petit manuel, pour être un bon communiste, est tiré à 18 millions d'exemplaires, alors que le tirage de Mao n'en est encore qu'à 4 millions. En 1964, Liu Shaoqi est triomphalement réélu par l'Assemblée président de la République. Mao, relégué dans un coin, fait la gueule. 2 ans plus tôt, les intellectuels ont essayé d'en profiter pour rendre les coups reçus pendant le mouvement antidroitiste qui avait écrasé les sans-fleurs. Wuran, vice-maire de Pékin, écrit une pièce où l'on voit un grand mandarin de la dynastie Ming insulter l'empereur. Tout le monde a compris que le mandarin en question c'était Treng de Rouet et que l'empereur c'était Mao.
Écarté des affaires de l'État, Mao va jouer les ermites dans les hôtels de luxe au bord du lac de l'Ouest à Hangzhou. Mine de rien, Mao prépare avec Lin Pia son retour au pouvoir. Mais on ne renverse pas la soupière sur la tête du voisin tant que le rapport de force n'est pas net. C'est la règle du milieu chez les bureaucrates. Les pékinologues ne se doutent de rien. Pourtant, des signes étaient perceptibles. Les deux patrons de l'armée, Lin Pia, ministre de la Défense, et Luo Jueting, chef de l'état-major, ne tenaient pas le même langage. Le premier parlant de la primauté du politique, l'autre organisant des concours de tir. Liu Shaoqi améliore un peu l'ordinaire et, comme l'écrira un comique français, l'austérité maoïste n'a pas tué la fête. Au contraire, comme tous les régimes communistes, le régime de Pékin organise des cérémonies de masse. Peut-être est-il le seul à savoir y mettre de la joie, du riz et quel jeu.
Proclamation du tribunal populaire de la sous-préfecture de Zhejiang. Le criminel de sexe masculin, âgé de 26 ans, de nationalité Han, résidant à Guilin, était instituteur dans notre ville avant son arrestation. Ce criminel, depuis qu'il avait été nommé instituteur en août 1962 à l'école primaire de Yendong, et à cause de son idéologie réactionnaire, vantait parmi les professeurs et les élèves, d'une manière indécente, le style de vie bourgeois basé sur les plaisirs. Par ailleurs, il s'était accoquiné avec les contre-révolutionnaires Shen Kuei, renvoyés depuis, Yan Wenquang, arrêté conformément à la loi, He Xinping, etc. pour répandre des idées réactionnaires, des injures contre les dirigeants, des calomnies contre le système socialiste. Mais il y a plus grave. Le criminel, profitant de ses fonctions d'instituteur, tantôt sous le prétexte de cours de rattrapage, tantôt par des séductions matérielles, tantôt par des menaces, viola 6 écolières. Les victimes furent violées au moins une fois, mais d'autres jusqu'à 10 fois. Ce criminel a causé aux adolescentes qu'il a violées des préjudices extrêmes, tant physiques que moraux. L'enquête a révélé que le criminel avait été suspendu en sa qualité de membre de la Ligue des jeunesses communistes en 1959 pour avoir violé l'étudiante Lun alors qu'il était élève à l'école normale de Guilin, mais jamais il ne s'est repenti. Au contraire, il a continué à violer des écolières, poursuivant ainsi ses crimes. Le même criminel a par ailleurs infligé des sévices et des persécutions physiques aux enfants de nos paysans pauvres et moyens pauvres, ainsi qu'à ceux des employés administratifs de l'État. Pour préserver la santé physique et morale des successeurs de la cause révolutionnaire prolétarienne, pour s'attaquer sévèrement aux activités criminelles des voyous, pour le maintien de l'ordre, notre tribunal a condamné, conformément à la loi, le criminel Chen Shuixiang à la peine de mort, exécutable sans délai, et à la privation à vie de ses droits politiques. Le tribunal populaire suprême de la région autonome Tong, du Guangxi, et le tribunal populaire suprême de la République populaire de Chine, ayant ratifié cette condamnation, le criminel Chen Shuixiang a été conduit le 1er mars 1965, après vérification de son identité, sur le lieu de l'exécution et a été fusillé afin que la loi soit respectée. Pour que nul ne l'ignore, le président du tribunal Yan Lishen, le 1er mars 1965. Voilà comment la bureaucratie règle les contradictions entre le peuple et la bureaucratie, entre le peuple et la morale bureaucratique. Par contre, les bureaucrates n'ont pas su mettre au point un processus pour la juste solution des contradictions au sein de la bureaucratie. L'autorité suprême étant contestée, pendant 3 ans, les bureaucrates vont se renvoyer la balle. Le coup va partir de Shanghai, où Mao s'est replié. En novembre 65, un certain Yao Wenyuan attaque la pièce de Wuhan, où Mao était déguisé en empereur Ming et Peng Deruoi en honnête mandarin. Wuhan, c'était l'adjoint de Peng Zhen, le maire de Pékin. Et Peng Zhen, c'était l'enfant chéri de Liu Shaoqi. Liu Shaoqi commet une négligence. Il va se promener au Pakistan et en Birmanie en mars 66. Mao et Lin Pian profitent aussitôt. Lin Pian invite Lo Jueqing à Hangzhou et l'arrête. Lo Jueqing essaye de se suicider, il saute par la fenêtre et se casse les jambes. Peng Zhen, affolé, sacrifie 2 de ses adjoints à une conférence convoquée par Mao à Hangzhou. On n'en est plus là. Sa faiblesse lui vaut d'être saqué lui aussi. Liu Shaoqi revient dardard en avril pour participer à cette conférence. Il se bat pendant 1 mois. Le 1er juin, Mao et sa femme tentent d'organiser des gardes rouges dans la jeunesse. Le 3 juin, Liu Shaoqi envoie ses hommes de main
pour endiguer le mouvement. Les premiers gardes rouges sont traités de contre-révolutionnaires. C'est l'escalade. Le 15 juillet, Mao se lance dans le Yangtze pour inviter la jeunesse à le suivre. Liu essaye de le torpiller. Il étouffe la nouvelle qui ne sera publiée que 10 jours plus tard. Et on dit que 4 hommes grenouilles soutenaient le timonier, recyclé en maître nageur. Liu Shaoqi convoque les patrons des provinces à Pékin. Objectif, être prêt pour le 20 juillet à exclure Mao. Le PMU de la bureaucratie donne Liu Shaoqi gagnant à 10 contre 1. Coup de théâtre. Le 17, on apprend que tous les moyens de communication avec Pékin sont interrompus. Les troupes de Lin Pia encerclent la capitale. La réunion prévue a lieu sous la menace des fusils. Et pourtant, le comité central, entre le 1er et le 12 août, n'accepte que de rétrograder Liu Shaoqi au 8e rang et met toutes sortes d'entraves au projet de Mao de lancer un nouveau mouvement de masse. Le grand timonier a encore des bâtons dans sa roue. Du 1er au 12 août 1966, malgré le feu sur le quartier général lancé par Mao, le comité central, réuni dans sa 11e session, n'a peut-être pas tout à fait compris que ce n'est pas quelques cartes nouvelles que Mao sort de sa manche par surprise, mais qu'il est bel et bien en train de foutre par terre toute la partie de belote à laquelle ils étaient habitués, et que c'est l'ensemble des cartes que Mao veut leur chourer. Ils comprennent leur douleur le 18 août 1966, quand déferle sur la place Tiananmen un bon million de gardes rouges. On peut voir leur gueule effarée. Ils ont compris qu'à ce premier million de gardes rouges des environs de Pékin vont succéder des millions d'autres qui vont débouler des provinces et que Mao a enfin réussi à lâcher les fauves. Ils comprennent, mais un peu tard, qu'ils ne vont pas pouvoir récupérer ce mouvement comme ils avaient pu le faire précédemment avec les autres mouvements lancés par Mao. Les bureaucrates voient les caméras en train de les filmer et ils vont tous essayer de se mettre devant l'objectif pour donner l'illusion à l'autre bout du pays qu'ils sont là, eux aussi, pour accueillir les gardes rouges et que ce n'est pas eux qui vont être mangés. En fait, les gardes rouges ne savent rien des mobiles de Mao. Ils sont tout heureux de pouvoir enfin se déplacer dans leur propre pays et de le découvrir. Les trains sont pris d'assaut, les écoles étaient fermées depuis bientôt 3 mois, et c'est maintenant que les gosses peuvent approcher du tabernacle sur les marches de l'autel. Ils se contentent de la raison officielle de leur soulèvement sur ordre. Détruisez les 4 vieilleries, vieille idéologie, vieille culture, vieilles coutumes, vieilles habitudes, lutter contre la ligne révisionniste dans l'enseignement, balayer les monstres à cornes et les réincarnations de serpents, implanter l'autorité de la pensée du président Mao. 朋友们，我代表伟大领袖毛主席，代表中国共产党中央委员会，代表中华人民共和国政府，向全国工人阶级、贫下中农、红卫兵、革命干部、革命知识分子致敬。 Les gardes rouges n'ont pas encore compris que ça veut dire liquider 90% du comité central. Malgré tout, les plus futés d'entre eux peuvent voir que Mao et Lin Pia font bande à part et que
seul de tous les autres dirigeants, Zhou Enlai a le droit d'être cadré avec le grandiose leader et son plus proche compagnon d'armes dans les gros plans de l'agence Chine Nouvelle. Et cela, sans doute pour la seule raison qu'au marbre il avait su conserver suffisamment de fidélité pour choisir les illustrations de la presse du lendemain. Que vont faire les gardes rouges d'une telle liberté de mouvement? Il y a belle lurette que leurs instituteurs ont été battus, enfermés dans les placards à balai et en assez grand nombre torturés et tués. C'est peut-être bien la sécurité publique qui dresse les listes des premières perquisitions opérées par les gardes rouges, mais en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, c'est rue par rue, maison par maison, étage par étage, que s'organise la confiscation systématique des livres, des autodafés et un gigantesque pogrom de tout ce qui peut avoir une odeur de culture. La contre-révolution anticulturelle ne se borne pas au lynchage ou au cassage de gueule des écrivains et des artistes. L'ensemble de la population vit dans une terreur différente. Au système orwellien, qui s'était peu à peu créé en Chine et qui obligeait chacun à se méfier de la police, de l'armée, du parti, des syndicats, sans oublier les patrons d'usine, à ce qu'on appelait par antiphrase la morale socialiste, et qui explose en moins de 24 heures, succède une grande nouveauté politique qui fera l'admiration de l'Occident. Toute la population se retrouve soumise, sans recours possible, aux brimades et aux exactions des enfants de Mao qui n'ont pas encore bu leur Coca-Cola. Les raisons ne manquaient pas aux gosses qui voulaient casser du bureaucrate. Mais ils marchent à côté de leur pont et au lieu de casser du bureaucrate, ils vont briser du prolétaire. Comme vous le savez, le fascisme n'a pas toujours grand-chose à voir avec le grand capital, contrairement à ce que croit Daniel Guérin. Le fascisme, c'est surtout la décomposition de la tradition socialiste occidentale. C'est une maladie mentale qu'on peut indifféremment appeler stalinisme ou nazisme. Le marxiste Staline, l'ex-anarchiste Mussolini, le socialiste très nationaliste Hitler, le léniniste de la Seine-Saint-Denis, Jacques Doriot, qui, ironie du sort, était le grand spécialiste des questions chinoises au sein du Parti communiste français dans les années 30, tous ces cadavres à peine refroidis mériteraient qu'on fasse leur autopsie un peu plus soigneusement. Vous me direz qu'on pousse un peu d'assimiler au fascisme, au stalinisme, un régime qui, dit-on, a su nourrir et habiller tous les Chinois. Un régime qui a su entreprendre des travaux aussi gigantesques que d'endiguer les fleuves, remettre en ordre les champs terrasses et assécher les marais pontins. Si vous n'êtes pas d'accord, alors expliquez-nous comment la République populaire, instaurée en 1949, dans l'enthousiasme général et sincère de toute la population, a pu devenir, en quelques années, un régime contrôlé par des fascistes du type Lin Pia. C'est pas nous qui le disons, c'est le quotidien du peuple. Mais l'organe du Parti communiste chinois reste muet sur les causes d'une telle évolution. Réfléchissez bien, petits enfants des écoles, sur la façon dont Mao, le brigand bien-aimé des soviets du Jiangxi et l'un des rares communistes à s'être opposé à Staline, a pu devenir le sinistre potentat du régime le plus totalitaire que le monde ait connu. Comment l'auteur libertaire du rapport d'enquête sur le mouvement paysan dans le Hunan a pu laisser éditer le petit livre rouge. Revenons à 1966. Ça peut vous aider à le comprendre. C'est l'époque où Lao She, l'un des écrivains les plus populaires, se suicide. C'est l'époque où Fouloué, le traducteur de Balzac, et les acteurs d'opéra de Pékin vont y passer, avec des milliers d'autres. Pour ce qui est de l'opéra de Pékin, vous avez peut-être cru Yorissi Vince
quand il expliquait dans les lettres françaises que c'était un divertissement de mandarin. Ivens, c'est un stalinien. Comme tous les staliniens, il ment. L'opéra de Pékin était la grande distraction populaire, celle des tireurs de pouces et des ripeurs. C'est cela que la mère Mao va faire disparaître, et peut-être d'une manière irrémédiable, avec son piano à queue. Quant aux écrivains, c'était pas Tarte Solers Druon qui se faisait rétamer. C'était plutôt Bobby Lapointe ou Delfeille de Thon. Toujours en 1966, Lida, l'un des fondateurs du Parti communiste chinois, est jeté à bas de son lit d'hôpital et la réponse de Mao à son appel de détresse arrivera trop tard. Ne pas lui en faire trop voir, ordonne le président, mais Lida est déjà mort. Vous me direz, on va tout de même pas se mettre à plaindre des léninistes, et que depuis le moment où il avait eu la bonne idée de participer à la fondation d'un parti révolutionnaire en Chine, Lida n'avait pas fait grand-chose pour expliquer aux étudiants de l'université de Wuhan que Trotsky avait fait abattre comme des lapins les révolutionnaires de Kronstadt, que Lénine avait exterminé les anarchistes ukrainiens, que Staline avait tué plus de Russes qu'Hitler, que la révolution espagnole avait été trahie par le parti dit communiste, que Khrouchtchev avait écrasé les conseils ouvriers hongrois en 1956. Pauvre Lida. S'il avait su, il aurait fait éditer la tragédie de la révolution chinoise d'Harold Isaacs, lorsqu'il en était encore temps. Il aurait expliqué à ses étudiants et au reste du peuple chinois que Staline avait constamment trahi et saboté la révolution, en Chine comme ailleurs. Est-il vraiment nécessaire de mentionner les monuments historiques détruits par les gardes rouges? Il en restera toujours suffisamment pour les historiens. Zhou Enlai en avait d'ailleurs fait protéger par l'armée un grand nombre. Mais le vrai problème n'est pas là. Il n'y a pas de monuments innocents. Et les révolutionnaires peuvent bien raser les vestiges de l'oppression passée pour mieux signifier à la classe dirigeante du moment qu'ils n'en toléreront plus jamais. Là encore, les gardes rouges se trompent de cible. C'est pas le tombeau de Richelieu dans la chapelle de la Sorbonne qu'ils vont profaner. C'est le mur des fédérés. À Hangzhou, c'est le monument à la mémoire de Tiao Xin, une des héroïnes du soulèvement républicain contre la dynastie mandchoue qui est détruit. Alors que Huang Tixiang, les gorgeurs de la commune de Canton, ralliés au régime après 1949, continuent à couler des jours tranquilles à Pékin. Mao, qui poursuit ses vieilles haines, dirige les gardes rouges contre ses anciens compagnons. Que le bureaucrate qui ne se sent pas coupable lui jette le premier petit livre rouge à la gueule. Mao dégommé ou Liu Shaoqi dégommé, qu'est-ce que ça change? Ça change au moins que Mao, qui est un peu poète, organise la dénonciation publique des petites habitudes des cadres du régime et organise leur humiliation publique. On apprend ainsi que Zhu De, le plus célèbre des vétérans du mouvement révolutionnaire, s'est fait injurier par des écoliers qu'il menace d'écraser sa grosse tête de chien, et c'est pas une clause de style. Lo Jueting est exhibé à la foule, alors qu'il a encore les jambes dans le plat. Rolong se voit reprocher de ne pas savoir lire. Po Ipo, le copain de Jacques Belden, est jeté au cachot. On reproche à Deng Xiaoping d'être dur d'oreille et de trop jouer au bridge. Liu Shaoqi voit réapparaître ses vieilles maîtresses, qui l'accusent de viol. Pour faire bonne mesure, les gardes rouges accusent tous les bureaucrates ou presque d'avoir trahi sans débander depuis les années 20 et d'être les agents du Kuomintang. Comme tous les membres du Parti communiste chinois, au moins en 2 grandes occasions, ont collaboré avec le Kuomintang
et suivi les zigzags de la politique officielle, l'accusation est facile.借錢最折墮，趴低危契過，貧賤拗頸多，生仔都諗過，阿女嗌肚餓，屋租到要拖，有乜嘢會令你心花怒放？諗得多準至更癲癲喪喪。有咗佢，就算打跛雙腳都冇相干，冇得擋，冇得擋，成日要錢多，乾水乜都和，借錢最折墮，趴低危契過，貧賤拗頸多，生仔都諗過。Ne croyez pas que le populo rigole pour autant à tout ce déballage. Le populo en a pris tellement dans la gueule que s'il rigole un peu, ça lui fait très mal. Les dames règlent les comptes des messieurs. Par garde rouge interposée, Madame Mao va reprocher à Madame Liu ses robes et ses colliers. Cette incohérence fondamentale va coûter cher aux gardes rouges et dans bien des cas va finir par leur coûter la vie. Les gardes rouges, cela ressort pleinement des témoignages qui sont parus çà et là, comme dans le livre de Lincoln, La revanche du ciel, n'ont manifestement pas compris le rôle que Mao leur faisait jouer. Une fois que leur apparition a instauré la situation de trouble à la faveur de laquelle Mao escomptait reconquérir le pouvoir, les gardes rouges vont jouer à merveille le rôle de la guerre entre factions qui leur a été assigné et sans lequel le pouvoir aurait dû faire face à une rébellion ouverte de la part de ceux qui l'avaient lancée dans l'arène. La guerre entre factions était la condition sine qua non du maintien de la domination de tel ou tel bureaucrate sur le pays. Les textes des gardes rouges, comme ceux qui ont été si bien traduits et présentés dans le livre Révocu dans la Chine pop, sont là pour prouver que ce qui peut apparaître comme une grave inconséquence était lié à l'ignorance profonde où ils avaient été tenus de la situation chinoise, de l'histoire de leur propre pays, du régime instauré en 1949, de l'état de la Révolution et de son échec mondial d'une façon générale. Il y a une banalité que les gardes rouges n'ont pas pigée. On ne doit jamais croire un individu de la classe dirigeante. Faute de cette certitude, il ne servira à rien aux organisations de gardes rouges les plus radicales de retourner la peau de lapin de l'idéologie maoïste. Elles n'arrivent pas à s'en servir comme d'une matraque. Un autre point ne laisse pas d'inquiéter. Alors que la cassure en deux de la classe dirigeante menait le régime à sa désagrégation, jamais l'apparence n'a été plus unanime dans un contexte de véritable guerre civile. L'affirmation par les gardes rouges de leur fidélité à Mao
était peut-être une nécessité tactique, mais ils vont rester les pattes engluées dedans. Un tel unisson dans le maoïsme procédait également de la nature même du conflit. Les propriétaires de l'idéologie, Mao et ses petits potes, essayaient de se réapproprier l'économie. Mais tous les bureaucrates voulaient la propriété absolue et exclusive de l'idéologie, le levier du pouvoir. La façon dont les gardes rouges sont, à quelques exceptions près, allés aux ouvriers, comme la télévision vient à domicile reconduire l'asservissement du spectateur, la façon dont les gardes rouges furent reçus par ceux à qui ils demandaient de se révolter, tout cela est révélateur de leur perception de la réalité. Sans complexe et plein d'illusions, ils cherchaient à s'approprier non seulement l'idéologie, mais ceux que l'idéologie doit envelopper, les prolétaires. Les gardes rouges militaient. À force de renifler l'oignon des bureaucrates, les gardes rouges devaient finir par pleurer. Non, non, soutenu le mythe de l'exemplaire camaraderie, scellé au cours des luttes d'avant 1949. Qui se signe sûrement, lui qui a aidé Mao à zigouiller quelques 4000 membres de la 20e armée rouge, entrés en dissidence au cri de « Abat Mao Zedong, vive Zhu De, vive Frank De Rouet et Huang Kongliu ». Un événement aussi grave aurait à coup sûr volatilisé la guérilla communiste si 2 jours plus tard n'avait pas commencé la première campagne d'extermination menée par Chiang Kai-shek contre les bases rouges. Qui se souvient, puisque les livres d'histoire chinois n'en parlent jamais, du fait que Mao a commencé la longue marche, encadré par 2 flics de la police politique qu'il avait lui-même créés contre ses frères d'armes, et que c'est aux 2 tiers de cette longue marche qu'il va reprendre les troupes en main. Qui se souvient de l'exécution de Wang Shewei à Yan'an, lorsqu'il avait critiqué le mode de répartition de la nourriture en fonction des grades? Qui se souvient que Hu Yeping, le mari de Dingling, et 4 autres gauchistes du parti ont été vendus à la police de la concession française de Shanghai et exécutés en même temps que Ro Mongxiong et une 20aine d'autres communistes, également vendus à la police française pour s'être opposés à la ligne officielle du moment. En Chine, en avance sur le curé Jean Chéneau, les maoïstes avaient supprimé l'histoire, c'est-à-dire qu'ils avaient écrit pour Jean Chéneau sa thèse sur le mouvement ouvrier chinois. Mais cette thèse même, maintenant, est un document historique accablant pour les maoïstes et pour les esprits faibles occidentaux que le maoïsme, version 58, savait si bien acheter. Car ce que le concept enseigne, l'histoire le montre avec nécessité. Désespéré, Chéneau vient de proposer qu'on brûle les archives. Toutes les archives. Il veut, le malheureux, effacer jusqu'à la trace de son passage chez les bureaucrates et les rapports sur chacun des repas plantureux qu'il y a engloutis, aux frais des prolétaires chinois dont les maoïstes raclaient la plus-value. Si Carole, Loy, Fontaine, Ivens avaient tant soit peu le sens de la dialectique, ils sauraient que leurs ordres pour détruire les archives, quand bien même ils pourraient y parvenir, constituent les nouvelles archives sur lesquelles les jeunes générations se pencheront pour comprendre le fascisme au XXe siècle. Mais revenons aux tribulations des gardes rouges en Chine. Mao est pas bête, mais il est mal entouré. Madame Mao,
qui veut toujours en rajouter sur son époux, s'en prend à Zhou Enlai et lance Yao Dengshan, un franc crétin, contre la citadelle des bureaucrates habiles que constitue le ministère des Affaires étrangères. Derrière Chen Yi, c'est Zhou Enlai la véritable cible. Madame Mao fait allumer par des gardes rouges l'ambassade britannique. C'est pas tant pour embêter les Anglais, mais pour mettre la diplomatie de Zhou Enlai dans l'embarras et Chen Yi au milieu. Idem pour le film d'Antonioni, un film que peu de Chinois ont vu, que des millions ne verront jamais, mais dont la critique va servir pour gêner les ambassades chinoises à l'étranger. Et dites-vous bien que si notre film est attaqué à un moment ou à un autre, officiellement, ce ne sera pas à cause du film lui-même, mais parce qu'en Chine, des bureaucrates maoïstes, mal repentis, s'en prendront à travers nous à certains de nos copains. Mais Zhou Enlai, qui souffre en silence depuis un an, réagit brutalement. C'est-à-dire qu'il fait alliance avec les militaires non linpiaoïstes qui veulent, petit a, que la production reprenne, petit b, casser du garde rouge, petit c, se débarrasser le plus vite possible de l'INPIA, dont ils jugent l'ascension dangereuse pour eux-mêmes. C'est le grand tournant de la Révocu dans la Chine pop. Chen Zeda, le commandant de la garnison de l'agglomération industrielle de Wuhan, avait appuyé une organisation d'ouvriers d'usine anti-garde rouge, le Million de Héros. Tout le monde, bien sûr, se proclamait maoïste en se foutant sur la gueule, et ça faisait un beau merdier. Le 20 juillet 67, Wang Li, un jeune idéologue à la casquette un peu trop enflée, et Xie Fuzhe, le chef des flics, descendent de Pékin pour arbitrer le conflit en faveur des madames maoïstes. Hélas, 3 fois hélas, sitôt arrivés, ils sont arrêtés, promenés en ville, battus, et goûtent au plaisir des meetings de masse qu'ils avaient inaugurés ailleurs. C'est dans le plâtre que Wang Li va rentrer à Pékin et, oh, humiliation suprême, c'est à Zhou Enlai que lui et Xie Fuzhe devront leur libération et sans doute la vie sauve. Wang Li va difficilement survivre à l'incident de Wuhan. Il continuera un temps à faire chier les gens des affaires étrangères, mais Mao est obligé de le laisser larguer. Enthousiasmés par l'exemple de Chen Zeda, les autres grands chefs militaires des provinces, en attendant de réaliser le point petit c, c'est-à-dire éliminer l'INPIA, réalisent les points petit a et petit b. Petit a, on va appeler du nom grandiose de Triple Alliance l'installation des militaires à tous les leviers de commande, dans les usines, dans l'administration. Petit b, les gardes rouges sont envoyés à la campagne, souvent au Turkestan chinois, pour cultiver des melons. Et s'ils sont teigneux, purement et simplement mitraillés. Sous le vocable de triple union, vont donc se poursuivre les conflits entre militaires, madame maoïstes, c'est-à-dire les linpiaoïstes et les autres. Mao est dans la merde. Il se résigne à laisser liquider les gardes rouges auxquels il doit tant. Il feint d'avoir un, j'ouvre les guillemets, plan stratégique. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça impressionne. C'est son voyage à Baden-Baden. Mais ça marche comme le voyage à Baden-Baden a marché pour un de ses collègues. Vous les connaissez maintenant. Lui, c'est Mao Zedong, le rouge-rouge leader. Le soleil rouge qui inonde nos cœurs. Le grand timonier. J'en passe, c'est des meilleurs. Lui, c'est l'INPIA, alias le plus proche compagnon d'armes. Le compilateur et préfacier du petit livre rouge et du petit indicateur suprême. Une chambre, pas bleu horizon, mais d'un beau vert l'INPIA. C'est dommage que nous n'ayons pas de couleur sur cette séquence, mais croyez-nous,
Ils sont tous en vert. Imaginez le Parlement français en tenue léopard. Les militaires anti-maoïstes ne sont pas conscients de leur cohérence et de leur communauté d'intérêts face à l'INPIA. Mao en profite et c'est le 9e congrès. Mao, comme vous le voyez vous-même sur l'écran, n'est pas convaincu que l'avantage donné à l'INPIA pour la convocation du 9e congrès ne va pas finir par se retourner contre lui. Statut du Parti communiste chinois adopté le 14 avril 1969. Chapitre 1, Programme général. Le camarade Lin Piao a toujours porté haut levé le grand drapeau rouge de la pensée Mao Tse-tung. Il applique et défend avec la plus grande loyauté et la plus grande fermeté la ligne révolutionnaire prolétarienne du camarade Mao Tse-tung. Le camarade Lin Piao est le proche compagnon d'armes et le successeur du camarade Mao Tse-tung. Voyez comme c'est compliqué la bureaucratie. Au moment même du triomphe de l'INPIA, son sort est scellé. Certes, il va être nommé ou se nommer lui-même successeur désigné du président Mao. Mais 3 mois avant, en accord avec Mao, Zhou Enlai a demandé à Chen Xilian, le patron de la région militaire de Shenyang, c'est-à-dire les 3 provinces du nord-ouest frontalières avec l'URSS, de réagir avec une très grande vigueur à la prochaine provocation russe sur l'Ussuri. L'île Genpa, les Russes tiennent absolument à l'appeler Damansky. Les Russes ne sont pas satisfaits d'avoir rabioté à l'Empire mandchou quelques millions de kilomètres carrés à l'époque des traités inégaux, alors ils s'exercent la moitié de l'année à occuper l'île. Il faut dire que l'autre moitié de l'année, cette île, elle est sous les eaux. Genpao, donc, est le lieu de fréquents accrochages entre les pêcheurs chinois et les gardes frontières russes. Chen Xilian n'a pas besoin qu'on lui fasse un dessin. Il filme consciencieusement les pêcheurs chinois que les Russes sont en train de massacrer. Vous vous demandez pourquoi, à la place d'une caméra, il n'y avait pas un bazooka. Eh bien, vous avez compris. Ces images très dures vont soulever le cœur des Chinois et couper l'herbe sous le pied à l'INPIA, qui est prêt à opérer un rapprochement avec l'URSS. C'est plus qu'un pavé dans son jardin. C'est au démarrage de la diplomatie du ping-pong que vous venez d'assister sur la frontière sino-soviétique. Ça n'empêchera pas Zhou Enlai, le lendemain même des affrontements que vous venez de voir, d'expliquer à Kosygin, qui passe par Pékin, que l'incident doit rester limité à ce que la caméra a filmé. Vous me direz que c'est une hypothèse audacieuse. Oui. Allons un peu de calme dans la salle. Ce ne serait pas la première hypothèse audacieuse de la bibliothèque asiatique. Mais avouez que la bibliothèque asiatique, elle ne s'est pas souvent gourée. Ce que le Conseil français, l'histoire le montre avec nécessité. Merci quand même. Avant d'évoquer l'apogée du système l'INPIA et le début de son déclin, revenons rapidement en arrière. Et on va évoquer des épisodes qui ne sont pas forcément très gais. Vous allez entendre par d'anciens gardes rouges de Canton la description ici très abrégée de l'ère l'INPIA. Hãy
Si vous saviez l'air qu'on respirait à l'apogée du système Lin Piao. Nous n'oublions pas que la politique primait tout. Quelle politique? Du vent. Elle primait tout pour récompenser la paresse, pour punir l'ardeur. Nous n'oublions pas qu'il fallait, jour après jour, sans relâche, étudier. Étudier quoi? Réciter le rosaire, ressasser des sourates. Nous n'oublions pas qu'il fallait se réunir pour étudier et appliquer. Étudier et appliquer quoi? En macérant dans ces séances toujours plus hypocrites. Nous n'oublions pas la révolution éclatant au plus profond de l'âme. Éclatant comme des paix de plus en plus saugrenues et absurdes. Nous n'oublions pas qu'on encourageait l'expression de sa loyauté. Bel encouragement à l'opportunisme politique. Nous n'oublions pas qu'il fallait danser le quadrille de la loyauté. Java grotesque. Danse du ballet indécente. La liturgie ininterrompue et permanente. Prière du matin, confession du soir, meeting, rassemblement, changement de service, que ce soit pour téléphoner, pour faire du courrier, pour aller faire ses courses ou pour rendre la monnaie, et jusqu'au repas même, tout était laqué d'une épaisse sauce religieuse dégageant une forte odeur de Dieu. Le mot magique, loyauté, occupait 100% de notre temps. 100% de notre espace. Il y a bon ceci, il y a bon cela. Ce n'était que surenchère pour mieux se placer. À gauche, toujours plus à gauche, encore plus à gauche.
championnat de superlatifs et ses innombrables congrès d'activistes n'étaient que des petites mises dans le grand tripot de la falsification, de la fourberie et de la mocheté. N'oublions pas non plus la dernière mode dans le parti où celui qui avait trouvé les clés du paradis emmenait avec lui ses chiens et sa basse-cour. Il fallait savoir planter les choux à la mode, puisque le vrai, c'était la splendeur de l'utile. Surtout à une époque où la longueur du bateau permettait de connaître l'âge du timonier. Et les peccadilles sans conséquence, du moment que la dissertation avait un plan en 3 parties. Nous n'oublions pas non plus que les manœuvres par la porte de derrière sont monnaie courante de nos jours dans la société, et que les seconds couteaux ont bien profité de tout cela. Pour naviguer en haute mer, il faut un timonier. Pour faire la révolution, il faut la pensée de Mao Tse-tung. Et toute la salle reprend en chœur. Mais revenons à 1970. Du 23 au 25 août, le second plénum du 9e comité central, réuni à Lushan, voit défiler à la tribune Chen Poda, Lin Pia, son épouse, Huang Yongshen, Wu Faxian, etc., qui dissertent longuement sur le génie du président et proposent de rétablir pour celui-ci la fonction de président de la République. Mais Mao n'est pas dupe. Je suis persuadé, dira-t-il, qu'il y avait un plan, un programme et une organisation derrière cette embuscade. Il y avait quelqu'un bien impatient de devenir président de la République, de faire une scission et de prendre le pouvoir. Fin de citation. Mao, ne voulant plus entendre parler de ce poste depuis qu'il a eu affaire à Liu Shaoqi, la présidence serait revenue à Lin Pia. Un héritage vaut mieux qu'un testament. Le conflit éclate. Chen Poda, l'ex-secrétaire de Mao, doit faire son autocritique. Après des années de recherche, Terre Mort a mis au point un four qui se nettoie vraiment tout seul. Regardez, ce four est sale. « 90 minutes après, il est propre. Explication, ce four monte à 500 degrés et désintègre les saletés. Le coût de ce nettoyage est moins élevé que le prix d'une baguette de pain. Chen est purgé. Prout-prout. La pensée du président Mao est biodégradable. Les généraux doivent faire leur autocritique, à l'exception de Lin Pia, qui se sait condamné de toute façon. Mao ira raconter partout qu'il sait bien Lin Pia irrécupérable. Il est bien difficile pour celui qui prend la tête et commet d'importantes erreurs de principe sur la ligne, sur l'orientation, de se corriger. Est-ce que Chen Duxiu s'est corrigé? Tu Tiopel et Lisan, Luo Zhonglong, Wang Ming, Zhang Guotra, Gao Kang, Zhao Zhushi, Peng Dehui et Liu Shaoqi se sont-ils jamais corrigés? Jamais. Lin Pia comprit alors que c'était lui ou l'autre, car dans l'énumération que Mao vient de vous donner, il n'y en a pas BZF qu'on réussit à surnager. Mais arrive la nuit de Pétareux. Une sorte de complot du 20 juillet 44 à Berlin, mais qui va réussir un 13 septembre 71.
L'Olympia est égorgée. Sa petite famille s'envole à tire d'aile, mais s'écrase en Mongolie. Ses clients et partisans qui échappent au massacre prennent le chemin des camps où ils avaient envoyé les partisans de Prince de Rouet et Longjueting. Il est bien évident que ces images d'école du 7 mai type Club Méditerranée sont exceptionnelles. Ce type d'école du 7 mai, c'est celle qui était organisée pour montrer à Carole, histoire de ne pas trop effrayer les lecteurs du Monde et de l'Observateur. Les camps qu'on ne montre pas aux touristes étrangers ressemblent encore en fait à ceux que Pascalini et ses compagnons ont connus. C'est l'époque où de cellule en cellule, on se répète la galéjade de Poznan. Pourquoi t'es au trou? Moi, c'est parce que j'étais contre Deng Xiaoping, dit le premier. Ben moi, c'est parce que j'étais un partisan de Deng Xiaoping, dit le second. Et toi donc, dit ces deux-là au troisième qui se tient quoi? Oh, moi, c'est très différent. Je suis Deng Xiaoping. Allons, un petit bravo pour les principaux artisans de l'exécution de l'Olympia. Voici Zhou Enlai, vous commencez à connaître. On le voit ici, frais et dispo, le lendemain même de l'exécution du successeur désigné. Chen Xilian, que vous avez entrevu, mais le taquin, nous n'avons pas reçu assez d'images de lui pour vous le montrer plus longtemps. Xu Shouyo, que vous connaissez encore mal. Alors, on va vous faire un flashback. Et c'est à Yan'an qu'on va revenir. Yan'an, la base de guérilla communiste, où les survivants de la Longue Marche se sont fixés. Pour avoir suivi Chiang Kuo-tao, un concurrent de Mao, au cours de sa propre Longue Marche, le jeune Xu Shouyo, alors commandant de la cavalerie, a droit à un recyclage idéologique sévère à l'académie militaire anti-japonaise, dont le directeur s'appelait Limpia. Xu Shouyo et ses camarades avaient le privilège d'être constamment armés et disposaient de leur propre garde du corps. Ils s'estimaient suffisamment forts pour tenter une scission, quitter Yan'an et fonder ailleurs une autre base de guérilla. Leur complot, dont le mot d'ordre se résume à « Abba Mao Zedong, vive Chiang Kuo-tao », est découvert grâce à une fuite. Xu Shouyo fera quelques mois de tôle à Yan'an avant d'être amnistié par le parti au moment de la guerre sino-japonaise. C'est le même Xu Shouyo qui, 35 ans plus tard, va diriger l'exécution de Limpia, le directeur de l'académie militaire anti-japonaise, où avait eu lieu cette mutinerie avortée. « 1972, l'homme le plus puissant du monde, Richard Nixon. Canada Dry avait la couleur de l'alcool. Son nom sonnait comme un nom d'alcool. Sa bouteille ressemblait aux bouteilles d'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool. Ce sont les mêmes Canada Dry que vous buvez aujourd'hui. Je suis sûr que vous pensez, vous n'avez jamais goûté ça. Essayez-le. Voudriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par révolution mondiale? Non, ce n'est pas un défaut technique, mais juste camarade Shin Chin-en, après d'avoir écouté ce que nous avons enregistré, nous a demandé d'effacer cette partie-ci. Il nous a expliqué qu'il a voulu
citait président Mao Tse-tung, mais que cette citation qu'il nous a dit ne correspondait pas à ce que Mao a dit. Alors, nous avons effacé sa réponse sur la révolution mondiale. Ce sont les ouvriers métallurgistes de Wuhan. Avec eux est un membre du comité révolutionnaire de l'usine pour les aider dans l'interview s'il faut. Ils se sont préparés pour cette interview. On a même remarqué qu'ils ont eu des textes qu'ils ont mis sur les genoux. Prends le temps de boire une musique. Qu'allait nous apporter le printemps 73? Oui, vous l'avez reconnu. C'est la gloire du Sichuan, Deng Xiaoping. Son retour réel ne sera officialisé qu'en janvier 1975, lorsque même le correspondant à Pékin du Monde, le journal officiel de tous les pouvoirs, sera obligé d'écrire à contre-cœur que Deng Xiaoping est redevenu vice-premier ministre et chef du grand état-major. Zhou Enlai a pris un coup de vieux. Il a échappé à bon nombre de choses trappes et d'attentats depuis 1966. Il est très inquiet de la protection que Mao, qui surnage toujours et reste très imposant pour les bureaucrates, accorde aux idéologues fous rescapés de la révolution culturelle. Zhang Chunxia, Yao Wenyuan et l'ancien de la sécurité de l'usine textile numéro 17 de Shanghai, Wang Hongwen.
Rescapés de l'exécution de l'INPIA, les idéologues fous vont lancer coup sur coup plusieurs campagnes politiques qui vont se casser la figure. C'est d'abord la critique Pilin-Picron contre l'INPIA et contre Confucius, en fait, contre Zhou Enlai. Comme Zhou Enlai et ses amis arrivent à désamorcer cette campagne, en avril 1975, Yao Wenyuan, Zhang Chunxia vont en lancer une autre sur la théorie de la dictature du prolétariat. Elle tourne également en eau de boudin et ils doivent en lancer une autre encore, cette fois-ci à propos du roman chinois le plus célèbre, le Shuiru, c'est-à-dire Les bords de l'eau. Dans ce roman, traduit en français sous le titre Les brigands des paludes, le personnage principal est le chef d'une insurrection paysanne qui, au terme des 120 chapitres, va finir par rallier l'empereur. C'est Zhou Enlai qui est visé, là encore, au terme d'allégories trop compliquées pour être toutes rapportées maintenant. Mais la bibliothèque asiatique ne recule devant aucune allégorie. En vérité, nous vous le disons en revenant très loin en arrière. En décembre 1936, Chiang Kai-shek vient inspecter les troupes qu'il avait placées dans le nord-ouest de la Chine en vue d'un assaut final contre la base communiste de Yan'an. Coup de théâtre, il est fait prisonnier par ses propres généraux, sensibles à la pression d'une opinion publique qui avait du mal à comprendre la passivité du gouvernement Chiang Kai-shek face à l'impérialisme japonais, alors que ce même gouvernement s'acharnait contre les guerrilleros communistes. Alors que Chiang Kai-shek allait probablement être exécuté, c'est Zhou Enlai, au nom du Parti communiste, qui vient en négociateur. 1936, c'est, dans le monde entier, l'année des fronts unis, l'année des fronts populaires. Staline insistera donc très fortement pour que les communistes ne soutiennent pas les mutins et obtiennent des généraux rebelles la libération de Chiang Kai-shek. Zhou Enlai règle donc l'affaire en conséquence et Chiang Kai-shek est libéré contre la promesse d'arrêter la guerre civile. Les communistes, eux, s'intègrent dans les armées nationalistes et reconnaissent Chiang Kai-shek comme le leader national. Comme c'est Zhou Enlai qui avait personnellement mené cette négociation avec le Kuomintang, vous comprenez où voulait en venir Zhang Chunxia en accusant le personnage du roman Les bords de l'eau d'avoir capitulé devant l'empereur du moment. Allégorie plutôt tirée par les cheveux. L'histoire de l'incident de Xi'an qu'on vient de vous conter fut aussi celle d'un autre incident. Zhou Enlai, pour ses négociations entre le Parti nationaliste et le Parti communiste, faisait des allers-retours incessants entre Yan'an et Xi'an. Un jour de février 1937, le camion qu'il transportait avec sa garde tombe dans une embuscade. Zhou Enlai parvient à se sauver avec quelques-uns de ses gardes du corps en prenant des sentiers dans la montagne. Cela se passait à 15 km du quartier général communiste. Au même moment, Zhang Guotao, dont on vous a déjà parlé, s'aperçoit que sa maison est cernée par les hommes du GPU chinois. Le siège de la maison de Zhang Guotao ne sera levé qu'après l'arrivée de Zhou Enlai à Yan'an. La direction du parti viendra s'excuser auprès de Zhang Guotao à propos de ce soi-disant malentendu. Officiellement, on dira que Zhou Enlai a été attaqué par des brigands. Des brigands à 15 km du quartier général communiste, à dos. Que Zhang Guotao ait eu une dent contre Zhou Enlai au point de tendre une embuscade et que les flics du parti, d'une grande sagacité, soient préparés depuis plusieurs heures avant l'embuscade à en arrêter les responsables présumés, c'est pas possible. Ils auraient eu aussi vite fait de prévenir Zhou Enlai du danger qui l'attendait. Alors que croire et que comprendre? Quelqu'un, ce jour-là, avait voulu se débarrasser de Zhou Enlai en faisant porter le chapeau à Zhang Guotao. Et qui donc, à votre avis? On vous laisse réfléchir à la question. Alors, vous vous faites toujours des illusions sur l'indéfectible camaraderie qui pouvait exister entre Mao, Zhou Enlai, Kang Sheng et les vétérans du mouvement communiste chinois? Zhou Enlai meurt le 8 janvier 1976.
Traitement médical saboté ou empoisonnement pur et simple? Nous ne le savons pas encore au moment où ce commentaire est mis en face de ces images. Mais d'ailleurs, ça n'a pas une grosse importance et les charmes discrets de la bureaucratie nous laissent froids. Ce qui est plus important, c'est de constater que dans un pays où la libre expression des opinions de la population n'est pas facile, la majorité du peuple chinois va voter en faveur du défunt Zhou Enlai, manifestant d'une façon très publique sa tristesse. Les manifestations populaires sont également un vote contre les 4 idéologues fous de Shanghai. Madame Mao, Zhang Chunxia, Yao Wenyuan et Wang Hongwen n'attendent même pas que les cendres de Zhou Enlai soient refroidis pour passer à l'attaque. Comme ils contrôlent les médias, les 4 vont d'abord censurer les reportages filmés des funérailles de Zhou Enlai. C'est bien pour ça qu'on n'a pas d'image des obsèques proprement dites. Et puis, les attaques contre Deng Xiaoping reprennent. Zhou Enlai disparaissant avant Mao, l'énergie du désespoir aboutit à l'émeute 3 mois plus tard, à l'occasion de la fête des morts. Des manifestations, des émeutes ont lieu à travers toute la Chine. Apprenez à lire entre les lignes et essayez de comprendre comment dans un texte de l'agence Chine Nouvelle, les partisans de Deng Xiaoping vont faire passer en contrebande le détail des événements du 5 avril. Correspondants, ouvriers, paysans, soldats et des reporters du quotidien du peuple. Au cours de cette première semaine du mois d'avril, la place Tiananmen, dans la capitale, a été le théâtre d'un incident politique contre-révolutionnaire qu'une poignée d'ennemis de classe a créé, avec préméditation, suivant un plan déterminé et d'une façon organisée sous prétexte de rendre hommage à la mémoire du Premier ministre Zhou Enlai à l'occasion de la fête des morts. Ils ont délibérément prononcé des discours réactionnaires, placardé des poèmes et des slogans réactionnaires, distribué des tracts réactionnaires et incité à la formation d'organisations contre-révolutionnaires. Le 5 avril, ces activités contre-révolutionnaires ont atteint leur apogée. Vers 8 heures, une voiture de propagande du bureau de la sécurité publique de la municipalité de Pékin a été lapidée. Ce véhicule a été retourné et la carrosserie et le haut-parleur complètement endommagés. Après 9 heures, une foule de plus de 10 000 personnes se présentait à l'entrée du palais de l'Assemblée populaire. Au moment où elle était la plus dense, il devait y avoir, selon toute estimation, plus de 100 000 personnes. Les brutes déchaînées criaient « Essayez donc de mettre fin à un spectacle comme ça. Il n'y en a pas un au comité central qui en soit capable, et s'il en vient un, il ne pourra se tirer de la fournaise. » Vers midi, certains de ces éléments proclamèrent en outre la formation d'un soi-disant comité de la population de la capitale pour honorer la mémoire du Premier ministre. Puis, ils renversèrent une limousine Shanghai et y mirent le feu. Les fauteurs de troubles crièrent qu'éteindre l'incendie, ce serait réprimer le mouvement des masses. À midi 3/4, un groupe de la police populaire arriva en toute hâte à la rescousse. Il fut également hué et bloqué. Les factieux arrachèrent les casquettes de plusieurs agents de la police populaire et les jetèrent en l'air. Des couteaux, des poignards et d'autres projectiles furent lancés sur les policiers, dont plusieurs furent cernés et frappés. Les larges masses révolutionnaires éprouvent une haine très vive pour les auteurs de cet incident politique contre-révolutionnaire. Or, cette poignée de trublions jubilait. On les entendait dire « Ça, c'est la force des masses » et d'ajouter avec arrogance « Maintenant, personne n'y peut plus rien, même l'envoi d'un régiment ou d'une armée, ça ne servirait à rien. » L'ardeur belliqueuse de ces réactionnaires était à son comble. Ces derniers jours, ils ont chanté les louanges de Deng Xiaoping dans la vaine tentative d'en faire un acquis, de le porter à la tête d'une contre-révolution à la hongroise. Ces énergumènes se sont opposés cyniquement à la grande lutte que le président Mao a déclenchée et qu'il dirige lui-même pour repousser le vent déviationniste de droite visant à remettre en cause les conclusions justes. À 21h30, sur l'ordre du comité révolutionnaire de la municipalité de Pékin, plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers miliciens de la capitale, en coordination avec des agents de la police populaire et des combattants de la garde, eurent recours à des mesures énergiques pour appliquer la dictature du prolétariat. Formés en rang d'héroïques miliciens de la milice populaire de la capitale,
animés d'un moral magnifique, pénétrèrent fièrement sur la place Tiananmen, où ils ripostèrent vigoureusement. Ils encerclèrent les factieux qui cherchaient encore à commettre des méfaits et à provoquer des troubles autour du monument aux héros du peuple. Quelques criminels qui avaient dégainé leur poignard dans une vaine et criminelle tentative de résistance furent châtiés comme il se doit. Les larges masses révolutionnaires applaudissent de tout cœur et la population de toute la ville soutient avec enthousiasme et salue unanimement cette action révolutionnaire entreprise par les ouvriers miliciens de la capitale, la police populaire et Résolution du comité central du Parti communiste chinois sur la destitution de Deng Xiaoping de toute fonction au sein comme au dehors du parti. 中共中央1976年4月7日。在毛主席党中央的直接领导下，采取果断措施，以无产阶级专政的强大威力。Et oui, Roi Kuofeng, la révélation de l'année cinématographique 1976. Mais avant, bien avant qu'il n'interprète ce rôle de Premier ministre par intérim et de Premier ministre tout court, la bibliothèque asiatique l'a retrouvé dans la province du Hunan, à Shaoshan, le village natal de Mao, en train d'inaugurer des ouvrages hydrauliques. C'est pas lui qui coupe le ruban, c'est Trao Zhu, une gloire disparue de la Chine du Sud. Roi Kuofeng, c'est celui qui applaudit à droite de l'écran. Après ça, il va succéder à Xie Fuzhe, le chef de la sécurité publique, et connaître la brillante carrière que vous connaissez. La mort de Mao Zedong a été annoncée au monde le 9 septembre 1976. Mais pour les Chinois, il était mort depuis le 5 avril 1976. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est comme si Budapest 56 avait eu lieu du vivant de Staline. Le 6 octobre 1976, à la consternation générale des connards linpiaoïstes du monde entier, Pékin révèle que la mère Mao a été dégommée en compagnie de Wang Hongwen, Yao Wenyuan et Zhang Chunxia. Le neveu de Mao, Mao Yuanxin, qui n'arrêtait pas de peler le gland de Wang Dongxing pour prendre le contrôle du régiment chargé de la sécurité du comité central, est zigouillé. Bien avant que le grandiose leader lâche son dernier rot, la mère Mao savait qu'elle avait dans le cul la balayette. Les flottements de la hiérarchie, pendant et après les émeutes du 5 avril 1976, sur la place de la Paix Céleste et dans le reste du pays, en faveur de Deng Xiaoping et du défunt Zhou Enlai, ces flottements, elle ne pouvait pas les interpréter en sa faveur. Tous des porcs, les gens d'ici. Ils pensent qu'à manger et à boire. Ils veulent même pas écouter mes opéras. Chef, par les temps qui courent, on n'a pas le cœur à écouter de l'opéra. Si c'est comme ça, je vais pas m'éterniser sur la scène. Elle ne pouvait pas ignorer que sitôt après les funérailles, elle était bonne au mieux pour le couvent. Zhang Chunxia, qui était prêt à jouer son va-tout, expliquait. Consolider le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tuer. Paroles imprudentes, car il ne précisait pas qui il avait dans le collimateur. Et cette arrogante menace, chacun pouvait la prendre pour soi, à un moment où la mort de Mao faisait fondre tous les fils de plomb que les bureaucrates avaient à la patte.
Avant la mort de Mao, tout était permis, puisque personne ne savait ce que Mao décidait ou laissait faire. Tentative d'empoisonnement contre Zhou Enlai, manœuvre pour faire abattre l'avion qu'il ramenait du Vietnam, et autres coups fourrés dont on retrouvera trace dans les archives. Le bruit va même courir avec insistance, au lendemain de la mort de Zhu De, qu'il a été liquidé au moyen d'un accident de voiture. Mais comme il faut pas mal de bonne volonté pour écraser une limousine blindée entre deux camions, les bureaucrates anxieux et attentifs vont s'interroger sur les rapports de force qu'ils pourraient déceler sous de tels attentats. En fait, et à ce moment-là, seule l'audace paye parce que tous sont incertains d'eux-mêmes et des autres. Mais Mao disparu, chacun reprend conscience des pouvoirs qu'il détient, des armes qu'il contrôle, des amitiés qu'il a gardées dans les provinces, de l'avantage très provisoire que peut valoir une position au centre, mais aussi du caractère éphémère de ces avantages. Pendant 2 semaines, les hauts dignitaires du régime vont entreprendre une épreuve d'endurance pour tenir les cordons du poil le plus longtemps possible et faire passer dans les provinces l'impression qu'ils tiennent le bon bout. S'ils parviennent à en convaincre les autres, ils vont pouvoir agir. Mao disparu, le soupçon de légitimité dont il avait investi le gang des 4 allait mettre 3 semaines à s'évaporer. Le jour des funérailles, Wang Hongwen fait la gueule. Hua Kofong n'a pas glissé dans l'éloge funèbre de Mao la petite phrase « Agir selon les dispositions déjà prises ». Décoder, ça veut dire, et chacun comprend, que Hua est décidé à les larguer. C'est tout comme s'il avait dit « les carottes sont cuites ». Les idéologues fous mettent les bouchées doubles. La rumeur court à Pékin qu'ils auraient essayé de flinguer Deng Xiaoping, venu saluer la dépouille mortelle du grand timonier et dire bonjour aux amis. Les 4 font tirer leur portrait officiel pour le jour J et publient le 4 octobre dans le quotidien Clarté un éditorial qui doit donner le signal à leurs partisans. La veille, Wang Hongwen clame à qui veut l'entendre « Ouvrez bien grand vos yeux, vous allez voir le révisionnisme qui va sortir du comité central. » C'est pas gentil pour les petits copains qui viennent d'apprendre que Wang Hongwen a fait distribuer des pistolets mitrailleurs dernier modèle et les munitions qui vont avec aux miliciens de Shanghai, dont 100 000 ont préparé leur pactage depuis plusieurs semaines, prêts à monter sur Pékin dans les convois qui ont été programmés. Hua Kofong n'aime pas ça, mais il n'a pas les moyens de régler le problème avec les seules forces de la sécurité publique. Il se tourne vers Ye Tianning, qui a refait derrière lui l'unité de l'armée et qui s'émeut pas trop, vu qu'il en a vu d'autres depuis 1924. Ye Tianning prend sur lui la liquidation des 4. Le 6 octobre, les 4 idéologues fous sont convoqués par Hua Kofong à une réunion du bureau politique et promptement ficelés dès leur entrée dans la salle avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Ma Xiaoliu, le chef de la milice de Pékin, ne les voyant pas ressortir, fait entrer dans Zhongnanhai la milice qui se retrouve nez à nez avec les troupes régulières. Exit Ma Xiaoliu, qui reçoit dans le gras des fesses une bastos milicienne. Mao Yuanxin, qui poireautait avec sa division de tankistes en grande banlieue, voit arriver... Non, c'est pas Grouchy, mais une vague d'ennui. Pampan appuie Mao Yuanxin. Le lendemain, le quotidien du peuple, l'agence Chine Nouvelle, les universités et quelques autres cantines ont changé de propriétaire. Les 3 chefs de la milice de Shanghai avaient été entre-temps attirés à Pékin et s'étaient laissés convaincre, sans trop faire de manière, que le racket de la côte ouest avait changé de main.
Comme Sucheyo était monté de Canton sur le Yangtze pour lancer les troupes de la région militaire de Nankin contre les miliciens de Chiangrai si le besoin s'en faisait sentir, la partie s'arrêtait avant d'avoir commencé. Et le 7 octobre au petit matin, Roy Kofong, faisant son rapport devant le comité central, comptait par le menu l'essentiel de ce qu'on vient de vous dire là. La liesse populaire explose pendant des jours et des jours. On n'avait pas vu ça depuis 1949. Le correspondant du Monde, qui n'avait pas bronché au délire des militaires linpiaoïstes, se croit obligé de parler d'exorcisme. Et le journal Libération, le seul endroit en France où on croit encore ce qu'imprime Le Monde, enchaîne en parlant de contre-révolution. Vous assistez en ce moment à la pose de la première pierre du mausolée de Mao Zedong. Sans commentaire. Une page est-elle tournée? Oui, à une verrue près. Revoyons cette expérience. Vous êtes convaincus? Bon. Les Chinois aussi. Ils le sont d'autant plus qu'ils viennent d'apprendre en décembre 1976, de la bouche de Roy Kofeng, qu'il entend maintenir les orientations et les verdicts du défunt timonier. Qu'il n'est pas question de laisser Deng Xiaoping triompher trop facilement. Qu'il entend réserver à Madame Mao un traitement de faveur, car elle n'était pas l'épouse du président pour rien. L'accabler à fond aboutirait à noircir le président. Qui oublie que Roy Kofeng avait chaleureusement félicité les miliciens qui avaient réprimé la manifestation du 5 avril 1976? Qui oublie que la légitimité de Roy Kofeng, c'est surtout l'investiture d'un petit billet de Mao? Avec toi aux affaires, j'ai le cœur tranquille.